voudrais d'abord dire les raisons qui nous ont poussés à nous intéresser à Léon XIII et Pie XII pour ce colloque inaugural. Tout d'abord, Léon XIII, c'est le pape des temps modernes qui a réintroduit dans le discours magistériel la notion de bien commun. On n'en trouve quasiment aucune occurrence chez ses prédécesseurs, donc il a réintroduit cette notion de bien commun à travers la pensée de saint Thomas, qui elle aussi avait quasiment disparu des documents magistériels pendant 200 ans. Ça, c'est Léon XIII. Et Pie XII, pourquoi? Parce qu'il a fait lui aussi un grand usage de la notion, mais alors dans des circonstances historiques fort différentes, qui ont été les totalitarismes et la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont ces circonstances qui, à mon avis, ont amené Pie XII à donner à ce concept une profondeur, une ampleur inédite. L'objectif de cette communication, c'est simplement de répondre à des questions. Pourquoi ces deux souverains pontifes ont-ils employé ce concept? Quelle signification lui ont-ils donné? Quels usages en ont-ils fait? Et puis surtout après, pour terminer, mais c'est pour ouvrir une discussion avec vous, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour aujourd'hui? J'ai tenu compte aussi du fait que cette communication s'insérait dans un colloque inaugural, donc je n'entrerai pas dans tous les détails, mais j'essaierai d'aller à ce qui m'apparaît le plus essentiel. Je commence donc par Léon XIII. Je ne sais pas si cette figure vous est familière. Alors je vous donne quand même quelques mots sur la vie et le pontificat de Léon XIII. Alors il était né en 1810, son père était colonel dans l'armée pontificale. Il s'est installé ensuite à Rome et il a été envoyé au collège des Jésuites pour y faire ses études. Il a été très marqué par la personnalité du pape Léon XII. D'ailleurs, c'est parce qu'il était admiratif de ce pape qu'il a pris ce nom ensuite de Léon XIII. Il a été très impressionné aussi par l'agitation révolutionnaire qui a menacé le nouveau pape Grégoire XVI lorsqu'il a pris sa fonction en 1830. Il a fait l'école qu'on dirait aujourd'hui des nonces, qui s'appelait l'Académie des nobles ecclésiastiques. Il a ensuite une carrière qu'on appelle de prélat domestique auprès du pape Grégoire XVI. Puis ensuite, il a été nommé nonce apostolique à Bruxelles. Il y a passé 3 ans. Il s'est affronté à ce moment-là beaucoup à la pensée libérale, à la franc-maçonnerie également. Puis ensuite, pendant 22 ans, il est évêque de Pérouse. Bon, 22 ans, c'est long quand même. Et il devient cardinal, puis cardinal camerlingue, ça veut dire que c'est lui qui doit organiser le conclave à la mort de Pie IX en 1878. Et contrairement à tous les usages, il va être élu pape. En plus, à un âge déjà très avancé pour l'époque, il avait 68 ans. Donc on s'attendait à un pape de transition, très clairement, et son pontificat va durer 25 ans. Voilà. Donc on peut être élu assez âgé, pape, et durer. Et donc il est mort en 1903. Alors pour apprécier l'emploi de la notion de bien commun par Léon XIII, il faut, je crois, la replacer dans un ensemble. C'est ce que je voudrais faire. Vous voyez, pas simplement d'abord sortir des citations, mais replacer dans un ensemble, non seulement dans sa théologie du politique, dans sa vision du politique, dont effectivement elle est la notion cardinale, mais aussi plus largement dans le projet global de son pontificat. Donc je commence d'abord un tout premier temps sur le projet global de Léon XIII. Léon XIII est un homme du XIXe siècle, qui fut en Europe le siècle non seulement de bouleversements très profonds dans l'économie, dans les modes de vie, mais aussi le siècle des révolutions politiques, qui, un peu partout, ont accompagné l'avènement des États-nations. Et cette révolution libérale a en outre profondément bousculé et considérablement réduit le pouvoir temporel de l'Église. Ça, je pense, c'est très important de l'avoir en tête. Dans les années qui ont immédiatement précédé l'élection de Léon XIII, l'Italie a achevé son unité, a annexé les États pontificaux, a fait de Rome sa capitale, et le pape, chassé du Quirinal, s'est enfermé au Vatican pour de longues années. L'Italie n'est d'ailleurs pas le seul lieu de lutte entre l'Église catholique et les nouveaux États qui ont émergé en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Autriche, Hongrie, à peu près partout en Europe. Et aussi en Amérique latine, à l'exception de l'Équateur, l'Église est en conflit ouvert, mais vraiment ouvert, et frontale avec la société moderne. Et Léon XIII c'est dans ce contexte que Léon XIII va placer son pontificat sous le projet de proposer à ces sociétés bouleversées les remèdes les plus efficaces pour retrouver, dit-il, la voie du salut et de la paix, et échapper ainsi aux périls que font peser sur elles des mouvements, des doctrines,
En tout premier lieu, ce que le pape Léon XIII appelle les socialistes, les communistes et nihilistes. Si je dis les choses ainsi, c'est à mon avis, pour souligner le fait qu'il s'agit chez Léon XIII, ce petit homme qui a l'air tout frêle, il s'agit d'un projet de combat, en fait, et de mobilisation sans précédent. Léon XIII ne se contente pas des condamnations que ses prédécesseurs n'avaient cessé de prononcer contre le monde moderne depuis la Révolution française, tout en maintenant cette position intransigeante. En France, on n'a pas tout à fait conscience que Léon XIII était intransigeant. Tout en maintenant cette position intransigeante, il entend renouveler de l'intérieur un ordre social mis à mal par les mouvements de l'histoire, en mobilisant ce qui est original, non seulement le clergé, mais aussi les laïcs. Et à ses yeux, le premier vecteur de ce projet immense, c'est un projet global immense de restauration de la société. Le vecteur premier de ce projet, c'est la restauration de l'intelligence chrétienne. Comme centre de gravité de l'action catholique, cette restauration devait commencer par une renaissance de la pensée de saint Thomas d'Aquin, tombée en désuétude depuis 2 siècles. Mais pensée que quelques jésuites italiens avaient réactivée, notamment au Collège romain au XIXe siècle, dont le jeune Léon XIII a été l'élève. Mais comprenons bien que ce retour à saint Thomas n'est pas le fait d'un pape philosophe. Je crois que son goût allait beaucoup plus vers la poésie latine, lorsque quelques temps de loisir lui était laissé. Ce n'est pas un pape féru de philosophie, c'est le fait d'un stratège en fait, bien comprendre sa position. À ses yeux, la philosophie thomiste est le fondement théorique d'une refondation pratique de toute la société. Tel était son projet. Si vous voulez voir comment, à la fin de sa vie, il organise et il relie ce projet global, il y a une lettre apostolique du 19 mars 2002 pour les 25 ans de pontificat, où à un moment, parmi presque la centaine d'encycliques, il en retient 10, et au lieu de les présenter de manière historique, il les présente de manière logique. Voilà. Et on voit bien que la restauration de la philosophie thomiste est au point de départ. Voilà. C'est le point de départ de tout ce travail, de tout ce projet. Donc si je veux résumer à l'extrême, la réémergence de la notion de bien commun dans les documents pontificaux à partir de Léon XIII doit s'interpréter, se comprendre dans un dessein plus large de retrouver les fondements d'une société juste, pacifiée, grâce à l'enseignement du docteur commun. Alors j'en arrive maintenant à un premier essai de définition. C'est assez difficile finalement, vous allez voir. Nous nous trouvons ici devant la même difficulté je crois qu'a noté Bernard Bourdin, et finalement le même paradoxe que pour la pensée politique de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que le bien commun est chez Léon XIII comme chez Thomas d'Aquin une notion cardinale de sa vision politique, et elle n'est jamais clairement définie et explicitée. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire ce que j'ai essayé de faire dans les semaines précédentes, qui est de relire les textes, il y en a énormément, et puis vous êtes contraint de tenter une reconstruction de la notion à partir d'usages extrêmement nombreux qui en sont faits. Ce à quoi on arrive simplement en regardant ces occurrences, c'est que pour Léon XIII, le bien commun se situe toujours à 2 niveaux. Vous avez toujours 2 niveaux lorsqu'il parle de cette expression. Vous avez un premier niveau élémentaire qui concerne, là je le cite dans une de ses encycliques, qui concerne les désirs et les besoins vitaux de premier ordre. Vivre, manger, voilà. Alors, ce niveau élémentaire, qui concerne les désirs et les besoins vitaux de premier ordre, on pourrait le résumer à 2 mots, la prospérité d'une part et la paix de l'autre. Pour lui, premier niveau du bien commun, la prospérité et la paix. Et puis dans d'autres, parfois dans le même texte, dans la même encyclique, il distingue aussi un autre niveau, qu'on pourrait dire supérieur, qui est attaché au don du langage et qui est un niveau d'essence morale, et d'ailleurs utilement d'essence religieuse. Donc je propose cette définition. Pour lui, le bien commun, c'est un ethos de la vie sociale, c'est-à-dire une éthique des relations qui unissent les divers membres qui composent une société. Alors ce qui est intéressant chez lui, j'y reviendrai dans l'évaluation, c'est que ces 2 niveaux sont toujours, d'une manière ou d'une autre, en relation mutuelle, et c'est peut-être d'ailleurs cette relation mutuelle qui demeure aujourd'hui en question. Je cite un exemple dans Rerum Novarum. Même si le bien commun, dont l'acquisition doit avoir pour effet de perfectionner les hommes, est principalement un bien moral, le niveau supérieur,
Il doit se trouver aussi une certaine abondance de biens matériels et extérieurs, dont l'usage est requis à l'exercice de la vertu. Et donc, si vous voulez, pour qu'il y ait un ethos de la vie sociale, il faut qu'il y ait une base de prospérité et de paix pour que les hommes puissent vivre la vertu. Et inversement, sans un certain ethos de la vie sociale, la paix et la prospérité publique sont menacées de désagrégation. Alors je reviendrai sur ce double niveau dans ma discussion. Troisième point à propos de Léon XIII, c'est que dans la quasi-totalité de ses usages, la notion de bien commun sert de critère d'évaluation. En fait, il ne le définit pas vraiment ou l'explicite pas totalement, mais il s'en sert toujours comme critère d'évaluation d'autres réalités de la société, du champ politique et économique. Je donne des exemples. Il l'utilise beaucoup pour réfléchir à la légitimité du pouvoir, à la légitimité de commander et de faire des lois. Il l'utilise aussi pour s'expliquer sur la question très classique de la forme du meilleur régime. Pour aussi traiter la question de l'obéissance aux autorités et aux lois, les relations entre autorité temporelle et autorité spirituelle, le droit de propriété. Voilà, toutes ces questions-là, pour Léon XIII, c'est le critère du bien commun qui est ultime pour discerner et dire quelque chose à leur sujet. D'où cette proposition, c'est que le bien commun est pour Léon XIII le critère suprême du discernement des questions de société, comme il va le synthétiser de manière remarquable par une double formule en 1892 que j'ai reprise sur les feuilles qui vous sont distribuées. Il dit « Le bien commun est après Dieu, dans la société la loi première et dernière, et puis le bien commun est le principe créateur et l'élément conservateur de la société humaine, d'où il suit que tout vrai citoyen doit le vouloir et le procurer à tout prix. » Alors le temps est très court, il est si court que je vous propose, pour essayer d'expliciter ce que je viens d'expliquer là, un peu plus, de donner une illustration, propose d'entrer dans un des nombreux discernements qu'a opéré Léon XIII, dans une situation historique précise, et j'ai choisi une situation qui concerne la France, parce que j'ai pensé que ça serait plus simple pour vous qu'une lettre aux Hongrois ou aux Portugais, etc. Alors, cette situation est la suivante, c'est qu'en février 1892, par une encyclique, au milieu des sollicitudes, accompagnée d'une interview dans le Petit Journal, donc il n'y a pas que le pape François qui donne des interviews dans des journaux, le pape Léon XIII va exhorter les catholiques français à cesser de se battre, de se diviser sur la question du bon régime politique, et au contraire à faire bloc contre les lois anticléricales qui étaient promulguées depuis 1880. Dans la France de l'époque, en effet, vous savez qu'une majorité de catholiques, 1892, luttait encore pour le renversement de la Troisième République et pour la restauration de la royauté. Et le pape va leur demander de cesser de faire cela et de se battre sur cette question. Je résume ici son argument parce que c'est un argument que je trouve très riche et chacun des points mériterait un commentaire approfondi, mais je vous le résume et puis je donne un commentaire. Il dit, d'un point de vue abstrait ou spéculatif, aucune des formes politiques, que ce soit les empires, les monarchies, les républiques, aucune de ces formes ne s'oppose par elle-même à la raison ni à la doctrine chrétienne. Donc, il y a une certaine indifférence de l'Église par rapport au type de régime. En revanche, si chaque forme politique est bonne en soi, elle revêt, dit-il, un caractère de contingence en s'incarnant dans des circonstances historiques et nationales données. Pour lui, la question du meilleur régime doit toujours s'apprécier non pas dans l'abstrait, mais sur le terrain des faits. Par ailleurs, ajoute-t-il, en faisant dériver toute autorité de Dieu, conformément à la doctrine biblique, l'Église a toujours réprouvé les doctrines rebelles à l'autorité légitime, même si les dépositaires du pouvoir en abusaient. Néanmoins, après une révolution, la nécessité de rétablir la paix publique justifie la création et l'existence de nouveaux gouvernements, quelque forme qu'ils puissent prendre. Considéré en lui-même, le pouvoir continue d'être immuable car il s'impose, dit-il, pour pouvoir au bien commun, but suprême qui donne son origine à la société civile. Le devoir de respect et de dépendance imposé par la nécessité du bien social qui maintient les pouvoirs dure donc, tant, et là c'est une phrase importante, tant que les exigences du bien commun le demandent, puisque c'est après Dieu, dans la société, la loi première et dernière.
Par là s'explique, dit-il, la sagesse de l'Église dans le maintien de ses relations avec les nouveaux gouvernements en France au XIXe siècle. Il faudrait reprendre tout ce discernement que je trouve très dense, mais je note simplement pour ce colloque un double paradoxe. D'une part, comme je vous l'ai dit, Léon XIII est foncièrement intransigeant par rapport à la modernité. Mais l'intransigeance foncière de Léon XIII ne l'empêche en rien d'exiger des catholiques français qu'ils acceptent le nouveau régime républicain pourvu que celui-ci procure le bien commun. Ça ne s'est pas fait comme ça, d'ailleurs, en France. Les historiens pourront dire des choses. D'autre part, contrairement à une opinion répandue encore aujourd'hui, Léon XIII ne sonne pas pour autant un ralliement à la République française ou à la démocratie. En effet, plus que la question de la forme du régime politique, ce qui importe aux yeux de Léon XIII à ce moment-là, c'est la défense de l'Église catholique face aux diverses législations qui la menaçaient ou même l'attaquaient. Et donc, vous voyez, c'est un vrai discernement politique. Si les catholiques sont divisés sur une question aussi sensible que l'ordre politique, ils ne pourront pas lutter ensemble contre les abus législatifs qui s'attaquent à l'Église. C'était ça la stratégie de Léon XIII pour la France. Autrement dit, il y a une hiérarchie des fins à respecter. La survie de l'Église importe plus pour elle-même comme pour le bien commun que la sauvegarde d'un ordre politique ancien, peut-être devenu obsolète et ne correspondant plus à la société civile dans sa situation concrète et historique. Je vous propose maintenant une petite évaluation par rapport à ces quelques faits et éléments que je vous ai donnés. Et je fais cette évaluation par rapport à notre actualité d'aujourd'hui et l'ouverture d'une chaire bien commun à l'Institut catholique de Paris. Je vous propose simplement deux réflexions. La première, vous voyez, les conditions qui ont présidé au retour officiel du bien commun à la fin du XIXe siècle dans le discours de l'Église devraient quand même amener les chrétiens, me semble-t-il, mais les interventions précédentes allaient dans ce sens, à une certaine prudence dans son utilisation. En effet, quelques-uns pourraient être tentés d'y voir la marque d'une nouvelle volonté de contrôle, voire d'emprise de l'Église sur la société. Telle n'est plus aujourd'hui la manière dont le magistère de l'Église catholique conçoit son rapport au monde, confère Gaudium et Spes. Au reste, comme cela a été dit aussi ce matin, la notion de bien commun n'est pas nécessairement liée à un projet de restauration d'un ordre social chrétien. Elle est d'ailleurs, cette notion, plus ancienne que l'avènement de la religion chrétienne elle-même. Elle la précède de quelques siècles. Mieux encore, ce qui me semble très important à noter aujourd'hui, c'est que c'est non plus de l'Église, mais du dedans de la société qu'émerge de nouveau cette notion du bien commun. Depuis au moins une vingtaine d'années, les défis environnementaux, le processus de globalisation, l'essor des technologies numériques ont poussé bon nombre d'auteurs, en dehors de toute perspective liée à la pensée chrétienne, à repenser l'exigence d'un bien commun ou des biens communs. Même, comme cela nous a été dit en introduction, l'invocation du bien commun pour parer à la désagrégation de nos sociétés se laisse entendre dans les discours publics en France. Nous sommes donc dans une toute autre situation qu'à la fin du XIXe siècle. Cependant, la place et le rôle de la révélation chrétienne dans les réflexions actuelles sur le bien commun demeure, à mon avis, une question complexe et devrait être clarifiée dans les travaux de cette chaire. Dans la grande majorité de ses encycliques, Léon XIII affirmait que sans l'Église, sans sa réflexion, sans ses œuvres, les mœurs et institutions d'une société sont en danger de se défaire et par là de conduire à leur ruine. Si vous voulez, pour résumer, chez Léon XIII, le rôle de la doctrine chrétienne, c'est de fonder une éthique commune qui fonde elle-même le bien commun. Qu'est-ce que nous pouvons penser d'une telle affirmation ? Comment pouvons-nous en percevoir la pertinence sans retomber dans une volonté d'emprise, de contrôle, dont on nous a montré le danger ? Autrement dit, comment concevons-nous ici le rôle de la révélation chrétienne dans l'affrontement aux défis actuels du bien commun ? Ou encore, la théologie, c'est-à-dire l'intelligence de la foi, est-elle vraiment sérieuse ? C'est-à-dire, est-elle capable de prendre en charge le problème du bien commun dans ses dimensions les plus concrètes, les plus actuelles, dans la pluralité aussi de ses dimensions, et si oui, si elle est capable, de quelle manière ? Probablement, la méthode de réflexion et de discernement du pape François dans son encyclique Laudato Si de 2015 devrait peut-être nous donner à réfléchir. Il y propose, pour surmonter le défi écologique, non pas des solutions qui s'imposeraient de l'extérieur des acteurs, comme de l'extérieur d'ailleurs des problématiques, mais il nous propose une méthode de dialogue
que je pense très précise et qui entend précisément faire dialoguer les différents niveaux du savoir humain qui sont mis en jeu dans cette question écologique. Par ailleurs, toute pensée du bien commun, qu'elle vienne de la théologie chrétienne ou d'un autre champ du savoir humain, ne pourra quand même pas échapper à la série de questions auxquelles j'ai tenté de soumettre la pensée de Léon XIII. Je les reprends. Pour quelles raisons ce concept apparaît-il si nécessaire à un nombre d'observateurs de notre temps? Comment entendons-nous le définir? Et quelle signification lui accorder? Et quels sont les usages auxquels nous voulons l'employer? Deuxième champ de questions que je pose. Léon XIII, je vous l'ai dit, distingue et articule deux niveaux du bien commun. Un bien fondamental, la prospérité et la paix, et puis un bien supérieur ou éthique, un ethos de la vie sociale, fondé sur la loi naturelle et explicité par l'Église. C'est ce lien que la modernité a cherché à défaire. Je crois que l'exposé de Bernard était assez profond et radical sur cette question, et en même temps en mettant des nuances. Pour autant, est-ce que l'existence d'au moins deux niveaux du bien commun et d'une certaine articulation entre les deux, est-ce que cette question ne doit pas être reposée? Parce que quelques siècles après Hobbes, c'est justement ce que cherchent à scruter des courants de la sociologie qui sont indéniables. Je pense au livre de Max Weber, 1905, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Vous voyez donc qu'il y ait un lien entre ces deux niveaux ne semble pas complètement absurde. En revanche, ce qui me semble plus problématique, et c'est la série de questions que je vais vous donner, s'il y a un niveau proprement éthique du bien commun, quel est son contenu? Qui le détermine et comment? Qui assure l'interaction souple, la mise en relation de ces deux niveaux, entre d'un côté la prospérité et la paix, et de l'autre côté un ethos commun que nous entendrions nous donner dans une société? Alors, pour vous montrer que ce sont des questions qui sont tout à fait actuelles, je vous propose un tout petit mot pour terminer cette affaire sur Léon XIII, sur un grand livre que vient de publier Jean Tirole qui s'appelle « Économie du bien commun ». C'est un livre à la fois assez épais, près de 600 pages, mais un livre aussi assez abordable pour des gens comme moi qui ne sont pas des économistes comme il y en a dans la salle. Alors, Économie du bien commun. Alors, une des thèses importantes de Jean Tirole, je le cite, page 15 dans l'avant-propos, il dit « La recherche du bien commun passe en grande partie par la construction d'incitations visant à concilier autant que faire se peut l'intérêt individuel et l'intérêt général. » Et dans cette économie du bien commun, pour Jean Tirole, c'est l'économiste qui joue un rôle clé, parce que c'est lui qui modélise des systèmes d'incitation qui sont susceptibles d'aligner les intérêts, c'est-à-dire de faire en sorte que malgré la diversité des intérêts particuliers, mais aussi des valeurs, des positions sociales, des informations que nous avons, que malgré toute cette diversité, les acteurs agissent quand même dans le sens du bien commun, c'est-à-dire de l'intérêt collectif. L'économiste, dans ce point de vue, devient un constructeur du système d'échange. Alors, on pourrait se dire, la construction d'un bien collectif proprement éthique est absent ici. Voilà. Mais il existe quand même bien, chez Jean Tirole, un second niveau de bien commun, mais qui prend ici un caractère, on pourrait dire, technocratique, technique, et que seul l'économiste est en mesure de déchiffrer. Donc vous voyez, on a à la fois une résorption du politique dans l'économique et de l'économique dans le technique, ce qui fait que certains sociologues ont déjà réagi assez durement contre ce livre et les propositions de Jean Tirole. Même, vous voyez, je vous cite un sociologue, Jean Tirole s'engouffre dans une voie qui est au cœur du néolibéralisme contemporain. Voilà. Est-ce qu'il me reste combien de temps? 5 bonnes minutes? Pauvre Pie XII. Alors, je vais vous dire quelques mots sur Pie XII pour terminer. Voilà, il faudrait évidemment beaucoup plus de temps. Je savais que j'aurais peu de temps, alors j'espère qu'il me pardonne. Bon. Alors, Pie XII, il est né en 1876, il est mort en 1958. Il a fait sa carrière d'abord comme juriste au Saint-Siège et diplomate, puis ensuite nonce apostolique en Bavière. Il a d'abord été à Munich, puis à Berlin. Il a bien sûr beaucoup réfléchi sur la question du nazisme et des totalitarismes. Il a été secrétaire d'État du pape Pie XI à partir de 1929, puis en 1939, il est élu pape. Le 2 mars 1939, un tout petit peu avant le déclenchement du conflit.
Alors, pourquoi je m'intéresse à Pie XII? Ce n'est pas seulement ni d'abord pour sa définition du bien commun, une de ses définitions du bien commun que je souhaite attirer le projecteur sur lui. C'est lui qui a, de manière claire, désigné le bien commun comme ce dont parlait Émilie ce matin, les conditions extérieures nécessaires à l'ensemble des citoyens pour le développement de leur qualité, de leurs fonctions, de leur vie matérielle, intellectuelle et religieuse. C'est lui qui est l'auteur de cette formule. Alors en fait, la définition était déjà en germe dans Rerum Novarum, et puis ensuite vous la retrouverez dans Mater et Magistra de Jean 23, et puis finalement dans la Constitution Gaudium et Spes du Concile. Je ne suis pas un grand fanatique de cette définition, comme Émilie le sait, et je préfère m'intéresser à d'autres choses qui me semblent plus importantes pour ce que nous avons à faire. Tout d'abord, cet homme a été affronté, comme tous les hommes de sa génération, à la question des totalitarismes et à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette épreuve sans précédent à laquelle les régimes totalitaires ont soumis les régimes démocratiques. C'est cette épreuve sans précédent qui a conduit le pape Pie XII, peu suspect de modernisme ni de progressisme, comme vous le savez, à reconsidérer ce qu'étaient devenus dans les régimes de liberté les droits de l'homme et la démocratie. Il est le premier souverain pontife à porter une appréciation positive, cette fois-ci, sur la démocratie et les droits de l'homme. Et la raison profonde à mes yeux, c'est que les démocraties, comme d'ailleurs l'Église, ont dû lutter pendant de longues années contre une double prétention des régimes totalitaires. D'une part, soumettre totalement l'individu à l'État ou à la société, et deuxième prétention, unifier toute l'humanité sous une seule bannière, pour faire bref. C'est cette lutte qui a transformé profondément les régimes de liberté et qui a conduit Pie XII non seulement à apprécier positivement les droits de l'homme et la démocratie, mais à enrichir d'autant sa compréhension du bien commun. Et donc les deux choses, à mon avis, qu'il apporte vraiment par rapport à Léon XIII, c'est d'abord la question des droits de la personne humaine. Ça vous ne le trouvez pas du tout chez Léon XIII, évidemment. Donc ce que j'ai appelé le tournant personnaliste. Je vous cite par exemple, un discours au Katholikentag de Berlin, un message plutôt en 52. Les droits de l'homme, les droits de l'individu et de la famille sont primordiaux et inaliénables. Ils existent avant toute puissance terrestre, quand ce serait la puissance de l'État. L'État est appelé à les reconnaître et à les protéger. Ils ne peuvent jamais être sacrifiés au bien général, précisément parce qu'ils en sont une partie intégrante. Une autre citation. En 1949, une allocution aux membres du Congrès international des études humanistes. Aux yeux de l'Église, les droits de l'homme sont tellement inviolables que contre eux, aucune raison d'État, aucun prétexte de bien commun ne saurait prévaloir. Ils sont protégés par une barrière infranchissable. En deçà, le bien commun peut légiférer à sa guise, mais au-delà, non, il ne peut pas toucher à ses droits, car ils sont ce qu'il y a de plus précieux dans le bien commun. Donc, vous voyez, il l'intègre. Pour lui, les droits de l'homme doivent être considérés comme des éléments essentiels du bien commun. Troisième point de ce très très rapide parcours, il est aussi le pape qui a dessiné, à mon avis, le premier à avoir dessiné de manière aussi claire les conditions d'un bien commun universel à l'échelle de la planète. Alors là, on est complètement, vous voyez, à l'autre spectre du bien commun par rapport aux droits de l'individu. On est à la question du bien commun universel. Dans nombre de ses discours du temps d'après-guerre, du temps de la guerre, notamment les radiomessages de Noël, Pie XII a cherché à préciser les conditions essentielles pour restaurer une paix durable entre les peuples du monde qui s'affrontaient. Et vous trouvez, si vous allez regarder tous ces discours, une série de points et de consignes, souvent sous la forme de règles ou de maximes éthiques adressées aux nations. Il est, à ma connaissance, le premier pape qui est à ce point réfléchi aux exigences d'un bien commun à l'échelle non seulement d'une société, d'une nation, mais de toute l'humanité. Je termine en évaluant et concluant par rapport à cet apport de Pie XII. Ce serait quand même intéressant que nous puissions, à un moment ou à un autre, nous reposer la question suivante dans la chaire du bien commun. Comment intégrer la perspective des droits de l'homme dans la définition du bien commun, sans vider pour autant, par exemple, le politique de sa substance, et sans dépolitiser le bien commun, ou le désocialiser. Dit encore autrement, comment faisons-nous pour
parer aux dérives des gouvernements des démocraties actuelles qui ne cessent, au fond, de se centrer sur la question des droits individuels de plus en plus précis. Je vous rappelle cette phrase de Marcel Gaucher dans un article: « Les droits de l'homme ne font pas une politique ». Donc là, quand même, une question, je trouve, très, très importante à travailler entre nous. Et puis une deuxième question, qui est à mon avis encore plus vaste, c'est quand même que le problème du bien commun universel reste sans solution pour l'instant. Il ne nous a pas échappé, j'imagine. Ni l'extension de l'économie de marché et de la démocratie libérale, ni même les grandes institutions internationales ne sont parvenues à garantir la paix au niveau mondial. Il me semble que ce problème de l'articulation entre bien commun national et bien commun international demeure crucial. C'est un problème dont nous n'avons pas fini de le porter. Je vous remercie. Merci Bernard. Merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à parler une nouvelle fois de la nation pour un exposé qui ne promettait et qui ne promet rien de bien nouveau de ma part. J'ajoute simplement, et je vous prie de m'en excuser, que le résumé que vous avez lu dans la présentation du colloque est le résumé d'un exposé que j'aurais pu faire, mais non pas de l'exposé que je vais faire. Vous y gagnez que l'exposé que je vais faire sera plus bref que celui que j'aurais pu faire. Alors, le qualificatif de commun, en général, comporte une ambiguïté ou une équivoque. Commun peut désigner ce qui est commun à une série de sujets ou de supports, par exemple le fait d'être chauve, ou de collectionner les uniformes de cavalerie de l'armée française. En ce sens, tout ou presque tout peut devenir un critère de rassemblement ou au moins de classement au nom d'un élément commun, d'un trait commun. Mais commun peut désigner ensuite, bien sûr, ce commun distinct et spécifique qui forme ou est susceptible de former une communauté. Et un commun est susceptible de former une communauté si les sujets réunis selon ce critère partagent une activité commune. Je souligne évidemment le mot d'activité. Par exemple, s'ils collectionnent les timbres, mais pas s'ils sont, pour reprendre l'exemple, simplement chauves, la calvitie étant un critère passif et ne comportant pas d'activité. Cependant, de telles communautés d'activité, même de telles communautés d'activité, ne sont la plupart du temps que des communautés aliquo modo ou des communautés à un sens faible. Les individus n'ont en commun que cette activité qui les réunit seulement dans des circonstances spéciales, en certains jours et en certains lieux. Certains jours, en certains lieux, on se réunit pour collectionner, pour échanger des achats et des ventes de timbres, comme on le fait près des Champs-Élysées. C'est une activité limitée et circonscrite et qui ne réunit les participants que pour un moment et un lieu déterminés. Ce qu'il faut remarquer néanmoins, c'est que même en ce sens faible, un tel intérêt commun, une telle activité commune distingue et, je souligne, sépare ceux qui s'y adonnent. Une telle activité commune sépare ceux qui s'y adonnent et la partagent de ceux qui ne s'y adonnent pas et donc ne la partagent pas. Et de là surgit un trait essentiel du commun, un trait non trivial du commun, et même un trait essentiellement problématique du commun, c'est que le commun, quel qu'il soit, d'un côté, évidemment, rassemble, de l'autre, et nécessairement, il sépare ceux qu'il rassemble ainsi. Ou encore, le commun ne peut rassembler sans séparer.
cette nécessité ou contrainte de séparer pour rassembler peut apparaître évidemment comme une triste nécessité ou une désolante contrainte. Et naît dans l'esprit humain ou dans le cœur humain, je ne sais, en tout cas, naît le désir ou le rêve de concevoir et de produire un commun qui rassemble sans séparer. Mais comment réunir certains sans les séparer d'autres ou des autres? La seule solution serait de les réunir tous, de sorte qu'il n'y ait pas d'autres dont il faudrait se séparer. Il s'agirait alors de réunir tous les hommes, au moins tous les hommes vivants. De fait, quoi de plus commun aux hommes que le fait d'être hommes? Cependant, le fait d'être homme, d'être un être humain, le fait de l'humanité, l'appartenance à l'espèce humaine, c'est certainement un caractère commun qui enveloppe une ressemblance essentielle, si je peux dire, mais est-ce un caractère qui réunit, un caractère rassemblant, un caractère, j'allais dire, communisant, en proposant ce verbe communiser comme traduction du verbe employé par Aristote, koinonei, n'est-ce pas, constituer en communauté, constituer en chose commune. Le fait d'être homme, l'humanité, constitue-t-il un caractère rassemblant ou communisant? On peut en douter. Selon certains, dans leur état naturel, les hommes se fuient plutôt qu'ils ne se rassemblent spontanément. Et on ne sait pas en vérité ce qui est le plus fort de l'attrait ou de la crainte du semblable. On peut imaginer bien sûr que les hommes se rassemblent pour s'opposer aux dieux ou se libérer de l'emprise des dieux. Il y a des signes de cela dans les mythologies, mais nous ne pouvons pas en déduire grand-chose pour la réflexion politique. De sorte que nous pouvons dire que l'humanité, le fait d'être homme, est la condition de toutes les communautés possibles, mais que par lui-même, il ne suffit pas à former une communauté. À cette proposition, on objectera que, sans recourir à l'hypothèse d'une guerre contre les dieux ou les géants, on peut imaginer, sans peine, que les hommes se rassemblent, que tous les hommes se rassemblent pour faire quelque chose ensemble, et donc se rassemblent en vue d'une entreprise commune. Puisque cette entreprise ne saurait être une entreprise de certains hommes en direction de certains autres, puisqu'alors ils resteraient séparés et ne seraient pas tous réunis, cette entreprise serait nécessairement une entreprise sur la nature non humaine. Les hommes pourraient se réunir pour dominer ou exploiter la nature. Comme vous le savez bien, cette perspective n'est pas simplement imaginaire, elle n'a même rien d'imaginaire, elle est d'une certaine façon au fond ou au cœur du projet moderne, le projet que l'on dit volontiers prométhéen, de se rendre maître et possesseur de la nature. Ce que l'on peut dire, c'est que cet effort pour assurer la paix entre les hommes ou l'unité humaine, en tournant leur énergie vers ou contre la nature non humaine, cet effort, jusqu'ici, n'a nullement conduit, je crois qu'on peut le constater, il n'a nullement conduit au résultat espéré par les saint-simoniens, à savoir la substitution de l'exploitation de la nature à l'exploitation de l'homme par l'homme, formule qui, vous le savez, n'a pas son origine chez Marx, mais que Marx a trouvée chez les saint-simoniens. Cette perspective, d'ailleurs, était au cœur de l'entreprise communiste. Elle a, peut-on dire, définitivement échoué avec la fin du communisme, mais elle avait été abandonnée dès la victoire de Staline et de sa construction du socialisme dans un seul pays, sur Trotsky et sa révolution mondiale et permanente. Alors, pourquoi les hommes se rassemblent-ils si le partage de la même humanité ne suffit pas à les rassembler? Nous connaissons la réponse. Elle a été fournie par Aristote avec une sobriété, une clarté
et une complétude, qui permettent aujourd'hui encore de ne rien y ajouter et nous interdisent d'ailleurs aussi de ne rien y en retrancher. Pourquoi les hommes se rassemblent-ils? Les êtres humains, je condense le propos déjà très condensé d'Aristote au début de la politique. Les êtres humains se réunissent pour s'accoupler, fonder et entretenir une famille, pour se nourrir, se vêtir, se protéger des intempéries et des bêtes sauvages, donc pour satisfaire leurs besoins élémentaires, bref, pour vivre. Comme vous le savez parce que vous avez lu Aristote et comme vous le savez parce que vous êtes des êtres humains, les hommes n'en restent pas là, ils n'en restent pas là à vivre, simplement vivre. Leur rassemblement s'étend et se complexifie avec leurs besoins. Il va au-delà de ce qui serait simplement indispensable à la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Ils veulent non seulement vivre, mais bien vivre. Alors, nous verrons tout de suite ce que signifie, en termes très généraux, bien vivre. Je voudrais marquer tout de suite un point qui va fournir l'axe de ces brèves remarques. Si nous considérons ce que j'appellerais l'établissement humain, ou la situation humaine dans sa plus grande généralité, et peut-être dans sa plus grande abstraction, ou dans sa structure la plus élémentaire, nous dirons qu'il ou elle présente deux points. L'établissement humain ou la situation humaine présente deux points. D'un côté, ce que j'appellerais l'opération première, c'est de se rassembler, de s'unir, de se communiser, comme je le disais, de se koinonein, de se mettre en commun pour vivre et bien vivre. De l'autre côté, sous une forme ou sous une autre, avec plus ou moins de clarté et de netteté, l'établissement humain, la situation humaine, offre au regard l'humanité comme l'horizon le plus étendu et le commun le plus englobant. L'humanité comme condition de tous les rassemblements, mais non susceptible d'être rassemblée à elle-même. L'humanité comme condition de toutes les cités, mais non susceptible de former une cité de tous les hommes. Donc d'un côté, cette première opération koinonia, de se constituer en communauté séparée, et de l'autre côté, cet horizon d'une humanité qui est condition de toutes les cités et qui n'est pas susceptible de former une cité de tous les hommes. Et donc, l'établissement humain ou la situation humaine trouve son ressort premier dans la tension entre, d'un côté, un principe de mesure, cette communauté constituée, circonscrite et formée, et de l'autre, une perspective, une tentation d'illumination, d'illimitation, d'indéfini, d'appelleron, une possibilité ou éventuellement un vertige de démesure. Un principe de mesure, un horizon, une possibilité, éventuellement un vertige de démesure. Alors je parle d'un principe de mesure, de quoi s'agit-il précisément? L'opération première, la communisation en quoi consiste la cité, pourrait être définie de manière très condensée, et ici encore, je ne fais que précisément condenser très brutalement le propos d'Aristote. Elle pourrait être définie, cette cité, comme le rassemblement de tous les biens humains, c'est-à-dire comme le rassemblement des hommes nécessaires à la production et à la réception de la gamme entière des biens humains. Ce rassemblement des biens et des hommes, pour être effectif, pour répondre à la finalité même du rassemblement, doit être ordonné, se faire selon un certain ordre. On doit trouver un certain ordre, une certaine proportion entre les biens et les personnes. Un certain ordre, une certaine proportion entre les personnes et les biens, selon qu'elles les produisent ou selon qu'elles les reçoivent. Ce rapport, cette proportion, c'est ce que nous appelons la justice, ce que Aristote a appelé
substantivant l'adjectif, ce qu'il appelait le juste politique. Dicaion politique. Pour reprendre le terme que j'ai déjà employé, la justice, c'est la bonne mesure, ou en termes spécifiquement politiques, le bon régime, la bonne politique. Et cet ordre juste des biens et des personnes, cet ordre juste des citoyens, c'est la condition et le cadre du bien commun. En effet, de l'interaction des citoyens occupés à produire et recevoir les divers biens, résulte un bien qui est commun en un double sens. D'une part, il est commun parce que la communauté des citoyens y a part, et c'est cette participation qu'il a définie comme une communauté des citoyens. D'autre part, les différents biens, à eux-mêmes hétérogènes, disparates et parfois incompatibles, en entrant dans l'ordre juste, contribuent ces différents biens à qualifier, à perfectionner la vie des citoyens d'une manière, pour ainsi dire, synthétique. Par exemple, les biens artistiques, avoir le Parthénon au-dessus de soi, les biens artistiques contribuent au bien commun en raffinant le goût et contribuant à ordonner l'âme des citoyens, même de ceux qui sont sans compétences artistiques particulières. Ce qu'il faut surtout souligner, et ici je rejoins tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Donovan, c'est que le bien commun d'une cité ne peut faire l'objet d'une définition théorique sur laquelle tous pourraient s'accorder, même si l'on peut dresser la liste des rubriques sous lesquelles le considérer. Le bien commun réside dans un certain dispositif pratique, et donc il est toujours cherché, jamais trouvé. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que le bien commun réside dans la recherche du bien commun. Le bien commun, et c'est une de ses caractéristiques politiquement les plus importantes, le bien commun est cherché dans la division et le désaccord. Cherché dans un débat plus ou moins vif, parfois violent, sur ce qui est juste. Autant de groupes significatifs dans la cité, autant de perspectives sur la cité, autant d'idées du juste politique. Vous le savez, les deux groupes principaux sont les riches et les pauvres, ou en termes plus généraux, le petit nombre et le grand nombre. Dans l'échauffement de la lutte, les groupes ont tendance à se transformer en factions qui déchirent la cité et parfois finissent par la ruiner. Alors si nous stylisons considérablement, pour ne pas dire que nous simplifions brutalement, la dynamique politique, à la lutte entre le petit nombre et le grand nombre, succède de façon presque irrésistible le règne de l'un, UN, que cet un, UN, soit tyran, prince, monarque, empereur. Le nouvel ordre des choses n'est pas exposé à la division et au déchirement comme l'était la cité, puisque le pouvoir indiscuté de l'un l'exclut, mais il est exposé, comme je l'ai déjà suggéré, à la tentation et parfois au vertige de l'extension. Il tend vers l'empire. L'un, UN, tend vers l'empire, et la visée d'empire nourrit et soutient les ambitions de l'un. Une partie plus ou moins grande du corps civique soutient les ambitions de celui qui offre des conquêtes à la cité. C'est la situation typique de ce que l'on appelle le césarisme. Donc, pour prolonger et concrétiser la remarque faite plus haut, la politique humaine va de la cité déchirée à l'empire démesuré. Ou, si vous voulez, elle oscille entre la cité déchirée et l'empire démesuré. Donc, lorsque le débat trop échauffé, trop diviseur sur le bien commun, a rendu celui-ci, pour ainsi dire, inaccessible ou vide de sens, on passe à un régime d'obéissance à l'un, où la vie civique s'étiole, et les citoyens deviennent des hommes privés dont les relations sont réglées, pour l'essentiel, par le droit privé.
Dans un tel dispositif, le bien commun est devenu infigurable ou réside alors simplement dans l'obéissance au prince. On comprend alors, à partir de cette stylisation, que la meilleure façon de préserver le bien commun serait d'élaborer un dispositif politique où le débat sur la justice ne conduit pas au déchirement de la cité, car il serait contenu et arbitré par l'un et tempéré par l'habitude de l'obéissance, et où en même temps, le pouvoir de l'un et sa tendance à l'extension seraient contenus par le souci du bien commun qui continuerait d'animer la vie commune. De fait, cette possibilité que je reconstituais hypothétiquement ou abstraitement, la vie politique européenne l'a produit. La vie politique européenne a tendu vers cette synthèse qui est devenue la forme politique caractéristique de l'Europe sous le nom de nation ou d'État-nation. Comme toujours, dans les choses humaines, spécialement les choses politiques, les éléments de force sont autant d'éléments de faiblesse. La force de la nation européenne, de l'État-nation européen, c'est sa capacité synthétique, celle de répondre à un cahier des charges particulièrement complet et de réunir et de tempérer l'un par l'autre les traits de la cité et ceux de l'empire, puisque chaque nation, d'une certaine façon, est à la fois cité et empire. En sens inverse, donc, ce caractère synthétique, cette complexité, cette complétude de la nation lui donne une certaine fragilité, ou plus précisément, l'expose à une double critique que je formulerai ainsi. La nation, comme forme politique, est trop impériale pour ce qu'elle a de civique, trop civique pour ce qu'elle a d'impérial. Ainsi, on adresse à la vie politique des nations les reproches que l'on avait adressés jadis aux cités, ceux qui sont si mémorablement formulés dans le Fédéraliste, spécialement par Madison, le reproche d'encourager les passions et les factions. On critique aussi son aspect d'empire, le pouvoir écrasant de son État et les dimensions excessives de son territoire et de sa population. Ces mérites et ces démérites, inséparables les uns des autres, sont inscrits dans la structure même de la nation, qui appelle ses éloges et critiques, allant donc dans des directions opposées. Dans la dernière période, je ne vous apprends rien, les critiques l'ont largement emporté sur les éloges. La nation comme forme politique est l'objet d'une critique active, je veux dire d'un affaiblissement délibéré, poursuivi dans l'horizon de sa disparition finale, à échéance plus ou moins lointaine. Je n'ai pas l'intention de refaire le procès ni d'assurer la défense de la nation. Je voudrais seulement faire ressortir les conséquences, et ce sera le point principal de cet exposé, je voudrais seulement faire ressortir les conséquences de l'ébranlement de la nation sur un paramètre psychique fondamental de la vie politique, ce qu'on pourrait appeler, et je reprends ici un terme employé tout à l'heure par le professeur Donovan, notre imagination politique, je dirais aussi notre imagination instituante. Si je dois résumer d'un mot le procès instruit contre la nation, je dirais ceci: aujourd'hui, la mesure de la nation est rejetée. Dès lors que cette mesure est rejetée, la nation comme mesure, notre imagination politique, que la mesure nationale donc n'informe plus, notre imagination politique se déploie en direction des deux pôles qui sont libérés et qui, si j'ose dire, prennent leur indépendance. D'un côté, le pôle de l'extension impériale ou quasi-impériale, par exemple l'extension en direction de l'Europe ou du monde, et de l'autre, le pôle opposé du retour à ce qui est proche et promet une communauté plus naturelle, la région, le local ou le bien nommé environnement. Depuis que nous avons rejeté la mesure nationale, quoique nous vivions toujours principalement dans nos nations, mais depuis que nous avons rejeté la mesure nationale, notre imagination est emportée d'un côté vers l'immense, la planète, le global, de l'autre vers le local, le disponible, le familier.
Notre imagination politique est emportée dans ces deux directions opposées, cela veut dire déchirée, car si ce double mouvement occasionne chez certains de touchantes euphories, il nous jette dans un état de désorientation dont nous commençons à peine à mesurer, si j'ose dire, les conséquences. Si nous nous laissons emporter par ce double mouvement, nous avons le sentiment délicieux d'un nouveau monde s'ouvrant à nous, ou plutôt de deux nouveaux mondes s'ouvrant à nous, les deux mondes dont nous privait la vieille nation avec sa mesure à la fois trop étriquée et trop vaste. Ces deux nouveaux mondes que sont le monde de l'immense, du lointain, du grand, et le monde du proche, du familier, de l'amical. Comment ne pas être séduit? Si cependant nous réfléchissons un instant, nous nous rendrons compte qu'avec ces deux mondes nouveaux qui s'ouvrent à nous, l'un des deux au moins est de trop, puisque ce double mouvement de l'imagination qui l'étend dans deux directions opposées et la déchire, nous prive de tout point d'arrêt, de toute forme et précisément de toute mesure. Voyons cela d'un peu plus près. D'un côté, nous nous rapportons au grand tout de la planète. Les problèmes aujourd'hui se posent à l'échelle de la planète, donc les solutions se trouvent au niveau de la planète, disons-nous d'ailleurs à juste titre. D'un côté, nous nous rapportons à l'humanité comme unité de tous les hommes vivants auxquels nous sommes liés par le sentiment du semblable et par la compassion. Ils sont d'ici les gens d'ailleurs, ils sont d'ailleurs les gens d'ici, aimons-nous à dire. D'un côté, nous construisons l'Union européenne comme un ensemble dont le seul principe spirituel et politique réside dans les droits de l'homme, qui n'ont pas de frontières. Principe résultant nécessairement dans une extension illimitée, car nos valeurs, comme nous disons, ne sauraient avoir de frontières, et leur valeur est de ne pas avoir de frontières. Sur ce point d'ailleurs, je le mentionne en passant, même les plus emportés ne peuvent manquer d'éprouver quelques troubles, car il y a quelque chose que nous appelons la frontière extérieure de l'Europe, frontière officielle mais qui ne correspond à aucun principe de détermination, sinon une faible déclaration bureaucratique, et qui donc n'inspire aucun respect à personne, ni aux gouvernements nationaux, ni aux migrants. Nous commençons à éprouver les inconvénients de la démesure de l'immense ou du global. Et de l'autre côté, du côté du proche et du local, nous ne savons pas où est la frontière de l'Europe, d'un côté, mais de l'autre, où est la frontière de cette région proche où nous allons installer cette politique de proximité, cette politique de terrain que l'on nous propose et que nous réclamons. Nous ne voulons plus des frontières nationales qui causent les guerres et que les guerres produisent. Mais, pour prendre un exemple de ces jours-ci, où est la frontière qui délimitera adéquatement les populations habilitées à donner leur avis, par exemple, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Bref, nous ne voulons plus des frontières nationales, contraignantes et étriquées, rébarbatives et mesquines. Mais qui tracera les frontières de l'immense, du beau et du grand? Qui tracera et fera respecter les frontières de l'Europe? Et qui, d'autre part, tracera les frontières du proche et du familier, les frontières amicales et qui réchauffent, les frontières du pays où nous voulons vivre, comme disait le slogan occitan, que je traduis en français. En congédiant la nation, ou du moins le principe de la nation, car, je le répète, nous continuons de vivre principalement dans le cadre national. En congédiant la nation, nous avons perdu d'un seul coup, la mesure politique ou la mesure du politique. La mesure politique ou la mesure du politique est donnée par le cadre dans lequel on pose la question du juste politique et dans lequel on cherche le bien commun. Ce cadre, c'est l'association ou la communauté tenue ensemble et ordonnée par un régime ou un gouvernement au sens le plus englobant du terme, selon les règles et inspirations duquel le corps civique, encore une fois, débat du juste politique et délibère des décisions à prendre pour le faire advenir. Nous avons encore un gouvernement national et un régime de démocratie représentative, reposant encore en principe sur la souveraineté d'un peuple délimité par ses frontières nationales, ou en général par sa définition ou son appartenance nationale.
Mais notre imagination politique a déserté la nation et n'est plus ordonnée ni retenue par sa mesure, la mesure de la nation. Et elle parcourt avec allégresse ou angoisse toutes les échelles du grand et du petit, du proche et de l'immense, sans savoir à quel barreau s'arrêter, sans avoir la moindre idée de la démarche à suivre pour déterminer la bonne échelle ou la frontière adéquate pour quelque sujet que ce soit qui vienne en considération et réclame une décision. Pour reprendre le terme que j'ai déjà employé et auquel il faut donner son sens le plus fort, nous sommes désorientés. En termes encore plus simples et directs, nous sommes perdus. C'est en donnant aux mots leur sens le plus simple et le plus plein que nous pouvons et devons dire, politiquement aujourd'hui, nous ne savons plus littéralement où nous sommes, où nous avons la vie et l'être politique. Je conclus. Bien sûr, il n'y a pas de nécessité ontologique ou politique qu'un régime, un gouvernement soit national, qu'il soit institué selon la mesure de la nation et dans des frontières nationales. On peut imaginer bien d'autres mesures. On peut imaginer d'instituer un gouvernement ou un régime dans le marais poitevin ou la boutonnière du pays de Bray, ou à l'opposé, dans l'espace qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural. Mais ce régime, ce gouvernement, n'existe pas tant qu'il n'a pas été effectivement institué. Et je rougis de devoir le rappeler, mais il ne suffit pas de déclarer un gouvernement pour le faire exister. Il ne suffit pas de déclarer une communauté pour la faire exister. Et donc, ce que dans le débat politique quotidien on appelle l'Europe ne constitue pas le cadre et la matrice d'un bien commun européen. En tout cas, il n'y a tout simplement pas de bien commun européen tant que le gouvernement européen, un gouvernement européen effectif, n'a pas été institué. Or, un tel gouvernement n'a pas été institué. Contrairement aux espoirs mis dans le processus, on ne s'est pas rapproché de son institution en empilant diverses choses communes qui, bonnes ou moins bonnes, ont ce trait commun de n'être pas un gouvernement. Chaque pas en avant, comme l'on dit, de l'Europe était non un pas en avant vers le gouvernement européen. Chaque pas en avant de l'Europe est un pas pour ne pas faire le saut vers le gouvernement européen. Chaque pas en avant de l'Europe, et c'est la tragicomédie de la construction européenne, repousse toujours davantage le gouvernement européen, ou nous en éloigne, et nous n'en avons jamais été aussi éloignés. Marché unique, monnaie commune, union bancaire, tout cela, quels que soient les mérites ou démérites techniques de ces développements, dans lesquels je n'entrerai pas et d'ailleurs serais incapable d'en juger, tout cela ne nous rapproche pas d'un bien commun européen tant que l'ordre humain, l'ordre politique, le régime politique qui donne sens au bien commun et rend possible ce bien commun n'a pas été fondé. Donc, aujourd'hui, en dépit de la désorientation de notre imagination sur laquelle j'ai insisté, le seul cadre dans lequel nous continuons malgré tout de nous gouverner nous-mêmes, aussi mal que ce soit parfois, c'est le cadre national, qui reste, et je comprends bien que formuler ainsi le choix de la nation ne paraît pas particulièrement enthousiasmant, mais je crois que l'argument a sa force. Aujourd'hui, en dépit de la désorientation de notre imagination, le seul cadre dans lequel nous sommes susceptibles d'évaluer et de produire le bien commun, c'est le cadre national, si du moins, nous tenons à garder à cette notion un peu de son sens originel et authentique, c'est-à-dire son sens politique. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très sensible au fait que le père Artus, toute l'équipe et Émilie Tardivelle ait pensé à moi.
et surtout d'être aux côtés de Enrico Letta, parce que je ne fais jamais rien sans un Premier ministre italien. Non, je plaisante. Alors, bon, le sujet est magnifique et vaste. C'est pour ça que j'ai d'abord essayé de le délimiter. Je vais faire 3 remarques préliminaires d'abord. D'abord, et en toute rigueur, moi je traite le sujet qu'on me donne. Le sujet qu'on me donne, c'est bien commun et intérêt général européen. Je voulais juste souligner qu'il y a bien évidemment une différence entre la notion de bien commun au sens théologique du terme et celle plus, je dirais, sécularisée d'intérêt général. D'un côté, il y a la révélation, il y a une conception qui peut être adossée à la spiritualité. De l'autre, quelque chose qui relève plus, en tout cas dans les démocraties, du contrat social. Et n'étant ni théologienne ni philosophe, je ne me risquerai surtout pas dans cette grande maison à aller sur ces terrains-là. Donc moi, je vais m'en tenir à quelque chose d'un peu plus basique et de vous donner le témoignage de quelqu'un qui travaille, ou qui essaye du moins, très modestement. Tout ce que je vais vous dire d'ailleurs est empreint d'une grande humilité, parce que nous vivons des temps difficiles, mais de travailler quand même malgré tout au bien commun européen ou dans l'intérêt général. Enfin, j'emploierai les 2 mots, mais je voulais vous dire quand même au début que j'avais remarqué qu'il y avait des dimensions que je ne traiterai pas. Deuxièmement, en France, le concept d'intérêt général est très souvent associé à l'État et à la nation, ce qui, à mon avis, pose deux difficultés que je veux tout de suite identifier. D'abord, vous avez la question de la relation entre l'État, en tant que puissance publique, et le monde des entreprises, par exemple, ce que Pierre-André de Chalandard dira sûrement demain. Et je dirai à la fin de mon propos pourquoi, à mon avis, c'est très réducteur de penser toujours l'intérêt général en se fondant à ce point sur la puissance publique. Je crois que les églises, les syndicats, les entreprises, la société civile au sens large a son rôle à jouer. Deuxièmement, il y a vraiment cette question de savoir si, dans le fond, quelque chose d'autre que l'État-nation peut porter l'intérêt général. Et là, je crois qu'il y a... On peut, comme l'a fait Pierre Manant avec brio, défendre le niveau national. Je crois qu'il faut quand même se poser un certain nombre de questions et en tout cas avoir l'immense modestie de voir que dans l'histoire, les êtres humains ne se sont pas toujours organisés selon ce modèle-là, que nos nations elles-mêmes ont été forgées dans des processus souvent longs, laborieux, ayant abouti d'ailleurs à faire converger des identités qui n'étaient pas les mêmes. Et que donc cette idée qu'en quelque sorte, il ne peut pas y avoir d'intérêt général au niveau européen, il ne peut pas y avoir de vie politique au niveau européen parce qu'il n'y a pas, comme disent en général les gens en grec, de démos, est quelque chose que nous avions abordé avec Mario Monti dans notre livre, qui d'abord est historiquement assez douteux parce que la manière dont à Athènes la démocratie s'est constituée, donc le fameux démos des origines, si j'ose dire, de la maison mère, c'était des gens qui ont commencé à se constituer en démos à partir du moment où on leur a demandé de s'intéresser ensemble à des questions d'intérêt commun. Donc c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Moi j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas exagérer et qu'on peut susciter, je dirais, la création de communautés. En tout cas, je ne prends pas la nation pour quelque chose de dépassé, mais je crois qu'il ne faut pas non plus penser que c'est un horizon totalement indépassable pour toujours, même si en France, vous savez, on vit dans des schémas qui sont assez amusants. Si vous allez à Champs-Élysées-Clémenceau, vous avez cette très jolie statue du général de Gaulle, et sur le pied, il est écrit qu'il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. C'est magnifique comme phrase, mais quand vous y réfléchissez, vous vous demandez un petit peu où était la France il y a 20 siècles. Je pense que c'est l'époque où nous étions tous des Romains sous la direction des ancêtres de Enrico. Donc, je crois qu'il y a quelque chose que le pape, pardonnez-moi cette audace, qualifierait de auto-référential. J'adore cette manière dont a eu le pape de caractériser les Européens. Ils ont un peu tendance à voir tout le reste du monde autour d'eux, donc on a toujours tendance à voir le système qu'on connaît comme étant celui qui est appelé à durer. Moi, j'ai la chance de travailler au niveau européen. Je vais vous parler du niveau européen. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, je ne dis pas que c'est un horizon indépassable, je dis simplement que ça peut valoir la peine de faire des choses ensemble à ce niveau-là. Et c'était Tocqueville qui disait, enfin, dans l'introduction de la démocratie en Amérique, qui dit qu'il ne faut pas s'arrêter complaisamment au milieu des débris de l'ancien édifice. Alors, l'Europe avec des horizons plus larges, d'ailleurs que l'Europe elle-même, encore une fois, sur bien des sujets, vous prenez par exemple le changement climatique, l'Europe peut être un acteur,
un échelon utile, ça ne sera sûrement pas le seul, évidemment. Donc ça aussi, ça apprend la modestie. Et troisièmement, les gens disent toujours « Oh, mais la recherche du bien commun, l'intérêt général », c'est des notions très abstraites. Et c'est pour ça que je vous ai projeté là ces fresques que j'aime énormément, qui en Italie sont très parlantes. Excuse-moi Enrico, en France c'est moins banal. En Italie c'est banal, mais c'est la fresque du buon governo, du bon gouvernement, qui se trouve à la mairie de Siena, de Ambrogio Lorenzetti. Et vous voyez, le bon gouvernement, c'est ça, c'est un petit cochon bien dodu, c'est des gens qui cultivent leurs champs, c'est la paix. Après, je ne vais pas appuyer sur le bon bouton, à mon avis. Voilà, et ça, c'est le mal governo. Alors, le temps a fait son œuvre, mais le mal governo, franchement, c'est pas très sympathique, parce que vous voyez des hordes qui arrivent et qui sont en train de porter la désolation et la famine. Et je crois vraiment que cette idée de la stabilité politique et de la prospérité économique, c'est quand même vraiment ce que l'Europe, à mon avis, a eu à cœur de faire. Ça, c'est 1945. Et ça, c'est quand même, malgré tous les défauts, le monde dans lequel on vit. Je vous le laisse, comme ça, si vous vous ennuyez, au moins vous avez quelque chose de joli à regarder. Alors, si vous lisez le très bon bouquin de Jean Tirole qui s'appelle « L'économie du bien commun », ça fait toujours chic de s'abriter derrière un prix Nobel d'économie, il présente bien la science économique comme pouvant contribuer au bien commun parce que, je le cite, elle a pour objet de rendre le monde meilleur. Et je trouve qu'en France, on a trop tendance à opposer l'économie et le politique. Sans une économie prospère qui peut aider à financer des ambitions politiques, par exemple la défense, mais aussi l'éducation, tout un tas de services publics, eh bien, on n'ira pas très loin. Donc pour moi, le bien commun ne se limite pas à l'économie, mais je crois que nous devons regarder à ces questions-là, je fais un italianisme, de manière plus, je dirais, enfin, en faisant moins cette espèce de jugement sur l'Europe, ah, mais ça n'est qu'un marché. La prospérité, c'est le socle aussi de la stabilité. Alors, s'agissant de l'échelon européen, je voudrais d'abord vous dire, rappeler, mais très rapidement, je vais survoler pour ceux qui voudraient en savoir plus, qui me pardonnent, mais c'est rappeler que pour moi, il n'y a pas de projet plus dédié au bien commun que la construction européenne. Il y a eu tout à l'heure un échange sur le caractère eschatologique ou pas, ça je laisse ça aux théologiens, mais en tout cas, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir envers l'Union européenne, et beaucoup d'entre elles sont justifiées à l'heure actuelle, il faut quand même replacer cette expérience dans la perspective historique qui est la sienne. Et cette perspective historique, c'est une perspective d'une immense difficulté sur laquelle, je dirais, certains glissent allègrement en ce moment. Deuxièmement, rappelez rapidement aussi que l'Union européenne présente la double caractéristique d'avoir des politiques dédiées au bien commun par-delà les frontières, ce qui en fait le seul exemple au monde de système aussi sophistiqué pour essayer de créer du lien entre des êtres humains qui n'appartiennent pas spontanément au même groupe. Et puis il y a des institutions dédiées à l'intérêt général, ce qui est quand même là aussi quelque chose d'assez significatif. Et puis enfin, j'insisterai un peu plus sur les moyens de remédier à tout ça, aux problèmes dans lesquels on est, puisque c'est quand même un peu paradoxal qu'un projet dédié à l'intérêt général, ayant des institutions et des politiques consacrées à l'intérêt général, soit perçu en ce moment comme le mal absolu, ou à peu près, en tout cas par un certain nombre de courants politiques. Alors premièrement, au risque de choquer certains, je pense que la communauté européenne visait à mettre le bien là où il y avait le mal. Et que c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens devraient, à mon avis, porter des jugements plus circonspects, en tout cas, sur ce qui s'y fait. Alors sa genèse est très particulière, je le rappelle rapidement, c'est non seulement le rejet de la guerre, mais aussi la pratique du pardon et de la réconciliation. Et je m'arrête un instant là-dessus, parce qu'il n'y a rien de plus banal maintenant que de parler de la relation franco-allemande, mais il n'y a rien de plus extraordinaire que ce qui a été fait par nos ancêtres là-dessus, enfin par nos prédécesseurs. Parce que quand on vient me dire aujourd'hui qu'autrefois c'était plus facile de faire l'Europe, et que cette autrefois-là, c'était des familles dans lesquelles il y avait des gens qui avaient été assassinés, il y avait des soldats qui étaient morts. J'ai tendance à penser que nous nous octroyons rétrospectivement, je dirais, nous oublions ce que nos prédécesseurs ont fait. Ils ont fait quelque chose qui exigeait un courage extraordinaire, dont il n'y a aucun autre précédent, et il n'y avait pas de précédent pour eux. Donc je crois que ça mérite tout à fait d'être bien vu comme une contribution au bien. Et les modalités avec lesquelles ils l'ont fait, c'était la création d'un ordre de droit autonome. Et vous savez, c'est pareil aussi. Quand les gens critiquent les normes, il peut y avoir trop de normes en Europe. C'est un débat qui vaut la peine d'avoir, sur quoi on doit faire des normes pour exporter ou pas. Mais c'est un peu court de critiquer la norme sans voir que le droit visait à remplacer la force.
et qu'un système fondé sur le droit est un système contraignant, pour ne pas dire casse-pied, et dans lequel, évidemment, on a plus qu'une alliance d'États, puisque l'Union européenne a créé des droits pour les entreprises et pour les citoyens, par exemple la liberté de se déplacer ou d'avoir des activités dans d'autres États. Donc, à mon avis, la première contribution à l'intérêt général, au bien commun de l'Union européenne dans sa genèse, c'était de ne pas être le fruit d'une démarche d'autodétermination post-coloniale ou de libération, comme les États-Unis d'Amérique, ni de volonté de puissance, ni de domination idéologique. C'est le seul projet qui soit fondé sur la volonté de mettre de la paix là où il y avait de la guerre et de mettre de la réconciliation là où il y avait de la discorde, et de le faire de manière volontaire. Alors ça marche pas bien, c'est difficile, eh bien essayez dans les groupes auxquels vous appartenez à vivre dans le monde où on remplace la discorde par la concorde. Et si vous trouvez un moyen de faire vraiment parfaitement, vous nous le dites. Parce qu'actuellement, on voit bien à quel point on fait miroiter des facilités. Encore une fois, le système a des défauts, il n'est pas parfait, il ne fonctionne pas bien, il faut le corriger. Mais quand on vient nous expliquer, par exemple, qu'on aurait plus de moyens d'action ou d'influence sur des partenaires en mettant à terre le système. Je prends l'exemple, on sort de l'euro, on recrée des monnaies nationales, mais en quoi on aurait plus d'influence sur le Deutsche Mark et sur ce que ferait la future Bundesbank si on n'est plus ensemble à décider? On aurait certains instruments, comme la dévaluation que nous n'avons pas dans le système de l'euro, mais les autres aussi l'auraient. Donc on retournerait dans un jeu non coopératif. En tout cas, si vous allez regarder, je vous épargne les citations, je mettrai le texte sur mon site internet, les citations de tous les pères fondateurs, que ce soit Altiero Spinelli, qui était communiste, que ce soit Schuman et Adenauer, qui étaient des cathos patentés, que ce soit Paul-Henri Spaak, agnostique socialiste belge, et même Churchill, tous insistaient sur cette dimension de civilisation et d'idéal qu'on a perdu de vue. Mais ce n'est pas une raison historiquement pour oublier que c'était l'objectif. Alors depuis, le droit positif s'est enrichi. Je vous passe la charte des droits fondamentaux, le préambule du traité, les articles du traité qui disent qu'on veut promouvoir le bien-être des peuples, etc. C'est vrai qu'on n'y est pas arrivé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incantations dans tout ça, mais je dirais, je ne crois pas que le bilan au niveau national soit forcément génial quand les Français disent on a une école égalitaire. Non, on n'en a pas non plus. Donc, le problème, c'est plutôt l'incapacité des êtres humains à être vraiment et pleinement à la hauteur des ambitions qu'ils se donnent. J'attire votre attention sur un rapport de la Comessé qui était sorti en 2007, au moment des 50 ans du traité de Rome, qu'avait notamment rédigé Philippe de Scoutet, qui vient de nous quitter, et auquel je rends hommage, et qui faisait apparaître de manière extrêmement fine tout ce que les principes de la construction communautaire avaient notamment de chrétiens dans leur volonté de contribuer au bien commun. Pour ma part, sur la question des racines chrétiennes, je sais que si je dis ce mot, j'aurai une question après, mais ça fait rien. J'ai toujours pensé qu'on avait tort de s'attacher à la lettre en oubliant l'essentiel, qui était que l'Union européenne, en tout cas pour ceux qui l'ont construite, c'était de la chrétienté en actes. Ce n'était pas des déclarations, c'était des actes. Donc voilà en gros pour la genèse. Alors ensuite, quelles sont les politiques actuellement destinées à produire du bien commun et quelles sont les institutions qui y sont dédiées ? Je vais en prendre quelques exemples sans aucune prétention à l'exhaustivité, ça serait impensable. J'insiste sur un point qui est la préservation des intérêts des générations futures, parce que nous avons beaucoup de critiques en France, en Italie, ailleurs, sur l'Europe nous impose des politiques d'austérité. Ça mérite de qu'on s'y arrête un instant. L'Europe essaye de faire en sorte que les finances publiques soient bien gérées, parce que tel est le pacte intergénérationnel. Et que si vous empruntez pour faire des projets d'investissement productif, c'est une chose. Si vous empruntez, comme on le fait en France, pour financer les dépenses courantes de collectivités locales, par exemple, qui depuis 2008 n'ont cessé d'augmenter, au milieu de la crise, vous pouvez regarder les rapports de la Cour des comptes, n'ont cessé d'augmenter leurs dépenses de personnel à crédit, je ne vois pas en quoi on est dans la préservation de l'intérêt général. Alors après, on peut discuter qu'est-ce qui est opportun, qu'est-ce qui n'est pas opportun, on peut croire à la relance keynésienne ou pas, mais l'Europe se tourner vers les générations futures en faisant ça. De même qu'en faisant rentrer le thème environnemental. C'est grâce à l'influence des pays nordiques et de l'Allemagne que dans les années 80, les préoccupations environnementales sont rentrées à l'ordre du jour dans nos pays. De même que, je passe assez vite sur la stabilité à la fois politique, dont nous ne voyons plus le mérite. Tout le monde s'apprête à prendre la défense des États-nations. Moi, je tiens quand même à rappeler où est-ce qu'ils nous ont menés au XXe siècle. J'ai tendance à simplement inviter à une certaine prudence.
Il y a toujours une première phase dans le nationalisme qui est extrêmement, je dirais, légitime, sympathique, qui est l'attachement à ce qu'on est, à sa langue, à une communauté qui est celle qui est la plus proche. Mais ensuite, on ne sait pas très bien si chacun chauffe son opinion publique de manière nationale, à quoi on pourra arriver. François Mitterrand avait eu la meilleure formule là-dessus. Le nationalisme, c'est la guerre. Donc l'attachement à son identité, oui, mais dans une démarche d'ouverture aux autres et de coopération avec d'autres. Et ne négligeons pas ce qui pourrait se passer si le cadre de stabilité européen disparaissait. Personnellement, je n'en sais rien. Mais je dirais qu'après tout, on a quelque chose qui nous a donné la plus longue période de stabilité politique et de paix de l'histoire de l'Europe. Ça vaut peut-être la peine de s'y arrêter un instant. De même sur la stabilité économique, on caricature tout le temps l'Europe comme étant ultra-libérale. Je vois bien les positions, d'ailleurs, j'ai vu que dans l'interview de Pierre-André Chalandard, il prend aussi ses distances sur certains points. L'Europe n'est pas ultra-libérale. D'abord, l'Europe, elle est ce qu'on en fait. Je m'amuse toujours à souligner que c'est quand même Laurent Fabius qui a signé l'Acte unique, qui est quand même le traité le plus libéral qu'on ait jamais eu dans l'Union européenne. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas le concept allemand d'économie sociale de marché. L'économie sociale de marché, j'avais travaillé d'ailleurs avec le cardinal Marx là-dessus pour la Comessé à Bruxelles. C'est intéressant parce que c'est l'idée que d'un côté, vous combinez la liberté d'entreprendre, qui est une bonne chose, parce que la création de richesse vient de l'initiative et de la liberté, avec un certain nombre de garde-fous. Et pour les Allemands, parmi ces garde-fous, et nous les avons acceptés dans des traités que nous avons signés et ratifiés. Il y a par exemple le fait que la Banque centrale est indépendante, qu'on ne joue pas avec la valeur de la monnaie, qu'on n'imprime pas des billets, qu'il y a un contrôle de la concurrence, etc. On peut aimer ou pas aimer. Ce que je trouve un peu bizarre en Europe, c'est le nombre de gens qui signent des traités et qui réalisent après quelques années ce qu'il y avait dedans. Je pense qu'il faudrait des lunettes pour les membres du Conseil européen. L'existence d'un budget supranational aussi, c'est un petit budget, 1% de la richesse européenne. Mais ce n'est pas tout à fait négligeable que depuis des années, on a l'équivalent d'un plan Marshall en Europe. Ce qui a été transféré par les pays du Nord vers les pays du Sud, Espagne, Portugal d'abord, et maintenant les pays de l'Est, enfin Grèce aussi ou Irlande, et maintenant les pays de l'Est, ce sont des sommes qui ne sont pas négligeables, qui bénéficient à nos entreprises aussi, c'est clair, ce n'est pas simplement de la charité, mais c'était quelque chose de significatif. Bon, les institutions dédiées à l'intérêt général, vous avez la Commission, vous avez la Banque centrale, etc. Je vais passer vite parce que sinon ça serait très ennuyeux. J'insiste sur une institution dont on parle peu, qui est la Cour de justice, qui est très importante. Encore une fois, j'insiste sur cette dimension juridique. Une partie de ce que les êtres humains peuvent faire pour éviter des relations consistant à se taper dessus, c'est mettre un ordre de droit. Il est imparfait, oui, il est imparfait. Mais enfin, c'est quand même mieux qu'à l'époque où les petits pays se faisaient envahir par les grands. Vous avez des petits pays qui gagnent devant la Cour de justice contre des grands pays ou contre l'Union européenne. Alors, bon, tout ceci est bel et beau, me direz-vous, mais l'Europe, les gens l'aiment pas beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'on en est là et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, il y a ce phénomène qu'on observe pas seulement en Europe, on a bien vu aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle la post-truth democracy, donc la démocratie d'au-delà du mensonge, enfin de la vérité, et où on a assisté à des campagnes électorales dans lesquelles il y a une telle désinformation. Ces rappels de base sur ce qu'est l'Union européenne, des jugements, je dirais, pondérés, dans lesquels on admet ce qui ne va pas, mais on essaye aussi de défendre ce qui peut mériter de l'être. Ce n'est pas ce qu'on entend le plus fréquemment. On a beaucoup de discours à l'emporte-pièce. On a beaucoup de gens qui essaient de justifier la position qu'ils voulaient justifier. On a évidemment aussi la démultiplication par les réseaux sociaux, etc. Mais par les temps qui courent, moi j'ai tendance à revenir aux bons anciens. Si vous relisez Tocqueville, que moi j'aime énormément, tout ce qu'il raconte sur la tyrannie de la majorité dans de la démocratie en Amérique, si vous regardez le Brexit où vous avez 48% des Britanniques qui ont voté oui, 52% qui ont voté non, et qu'une majorité simple ont fait basculer le cadre de vie, de prospérité de tout un pays, vous lisez Tocqueville, c'est hallucinant, on dirait qu'il parle du Brexit. Et de la même manière, il y a des Federalist Papers, vous savez, ces papers qui ont été écrits pendant la Convention de Philadelphie aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, quand ils ont fait leur constitution. Il y en a un, le 71, il faudrait que je vous le lise à haute voix tellement il est beau, mais c'est, en gros, je résume, c'est le peuple est souverain, certes, il faut le suivre, certes, mais le peuple peut aussi parfois soit se tromper, soit suivre des impressions, des humeurs, des pulsions, et quelle doit être la bonne relation de ceux qui dirigent par rapport à des volontés qui sont elles-mêmes, encore une fois, respectables, mais peut-être changeantes, peut-être mal informées. Je dis ça sans arrogance, et je sais qu'en disant ça, je prends un risque. Vous allez dire, voyez, c'est ça en Europe, de toute façon, ils s'assoient sur la volonté des peuples. Bah, tant pis, je suis arrogante, je suis technocrate, je suis tout ce que vous voulez, mais je pense qu'on ne peut pas
on ne peut pas faire l'économie de ça. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur comment fonctionne la démocratie, surtout à l'époque où les réseaux sociaux transforment tout en tam-tam. Alors, quelles sont les failles sur lesquelles on pourrait travailler? Bon, premièrement, il y a la faille de démocratie, parce que la doctrine sociale de l'Église a raison d'insister sur le caractère collectif du bien commun. Il faut avoir des processus qui permettent de faire apparaître ce qui est vraiment dans l'intérêt de tous et éviter les phénomènes où vous avez une partie de la population ou une autre qui... Eh bien pour ça, évidemment, il faut un système plus démocratique que celui qu'on a en Europe, mais je tiens à dire que le problème n'est pas là où les gens croient. Le problème n'est pas dans la commission non élue, elle est beaucoup plus dans l'existence, et Enrico pourrait en parler beaucoup mieux que moi puisqu'il y a siégé, d'un Conseil européen qui est composé des représentants des États qui se réunissent, prennent des décisions majeures dans l'intérêt général, mais qui ne rendent de compte à personne, qui ne sont contrôlés par personne, sans qu'il y ait aucun débat public. Et c'est là, à mon avis, que se pose le problème de cristallisation de l'intérêt général. C'est-à-dire que si au moins c'est débattu et à un moment donné c'est tranché dans une certaine transparence, c'est plus facile à vendre que si ça se passe dans une chambre obscure. Deuxièmement, il y a énormément de carences dans la mise en œuvre des décisions. Moi, je vais vous dire, l'ingrédient qui manque le plus en Europe en ce moment, c'est le sérieux. C'est le sérieux de nos dirigeants nationaux. Ils vont à Bruxelles, ils prennent des décisions, à la limite, ils prennent celles qu'ils veulent, mais ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'ils ne les mettent pas en œuvre. Et donc, ils font croire aux gens que l'Europe va s'occuper de certaines choses. On l'a vu avec les migrations. Pour un pays comme l'Italie, c'est tragique, puisque vous avez des pays qui sont en première ligne, pour des raisons géographiques. Ces pays ont besoin que d'autres prennent une part du fardeau, ou viennent les aider à contrôler, ou acceptent de prendre des réfugiés. Mais peu importe les solutions qu'on prône. Mais soit vous avez un système collectif et solidaire, soit vous n'avez un système dans lequel chacun se débrouille. Et pour l'instant, ce n'est pas l'Europe, c'est chacun se débrouille. Tout en ayant le cérémonial, des sommets, etc. Les règles sont violées sur le pacte de stabilité. Écoutez, dans le livre sur les propos de François Hollande, je ne fais pas politique politicienne, mais je le signale parce que c'est un des points qui est passé inaperçu en France. Vous avez quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est quand le président de la République dit très cyniquement que les règles ne s'appliquent pas à la France. Écoutez, moi, ma conception de la grandeur de la France, c'est pas celle-là. Très sincèrement, c'est pas celle-là. On peut ne pas apprécier les règles, on peut trouver qu'elles ne sont pas adaptées. Le président de la République française a toute latitude pour porter des projets pour les changer. Mais on ne peut pas travailler avec un tel cynisme. Et je pourrais vous prendre des exemples dans d'autres pays. Ça n'est pas du tout politicien, ce que je vous dis. C'est une question d'éthique de l'action politique. C'est très, très différent. Et de même que quand on fait comme si certains débats n'avaient pas été tranchés ou quand on déforme la réalité. Donc je conclus sur 3 points. Il y a un côté inachevé dans l'Europe, on lui reproche de faire ce qu'on ne veut pas qu'elle fasse. Mais je crois quand même que, et d'ailleurs votre dossier de presse tombait un petit peu dans ce travers, on a aussi une tendance à tout noircir, à tout voir. Par exemple, la société serait plus individualiste, elle serait menacée, on a eu tout à l'heure des termes, on est perdu, etc. Moi, je n'ai pas l'impression que la jeunesse soit si perdue que ça. Et je vais vous donner quelques exemples très concrets. Premièrement, la révolution technologique à laquelle on assiste. Je n'ai pas l'impression que les jeunes générations soient si matérialistes que ça. Demandez à la plupart des jeunes de 20 ans s'ils veulent avoir une voiture, ils s'en fichent complètement. Ils vous diront, moi je prends Blablacar, et puis il y a plein d'objets qu'ils n'ont plus du tout envie de posséder, parce qu'ils se disent, de toute façon on pourra les partager. Ils voyagent selon des modalités qui ne sont pas du tout les mêmes que celles d'avant, avec parfois des services payants. Il ne faut pas être naïf, mais aussi des services beaucoup moins chers et des échanges et des partages. Et vous avez des tas de gens qui échangent des heures de garde de leur maison contre un truc ailleurs, etc. J'ai l'impression que de ce point de vue-là, notre société est moins méfiante qu'on le dit. Les gens autrefois ne faisaient pas d'autostop, ils acceptent d'aller dans une voiture avec Blablacar avec finalement des gens qu'ils n'ont jamais vus non plus. Deuxièmement, je ne résiste pas. Je pense que la répartition des rôles entre les hommes et les femmes a changé et que c'est ça qui pose un petit problème, messieurs. C'est ça qui pose un petit problème. Parce que quand on dit que la société autrefois était plus généreuse, mais elle reposait sur une violence fondamentale, qui était que c'était la moitié de l'humanité qui devait se coller toutes les tâches désagréables, s'occuper des vieux, s'occuper des enfants, faire le ménage, faire les courses, etc., pendant que le reste de l'humanité pouvait réfléchir. Et c'est pour ça qu'on cite que Aristote et pas de femmes de cette époque-là, parce qu'elles étaient enfermées à la maison. Donc la société actuelle est beaucoup plus libre. Et à mon avis, les choix sont beaucoup plus ouverts. Et c'est bien ainsi parce qu'on utilise aussi beaucoup mieux les talents. Je ne le dis pas du tout uniquement par féminisme, parce que je pense que sinon c'est un vrai gâchis.
Vous savez, il y a un bouquin allemand dont j'adore le titre, c'est un bouquin assez ignoble, hein, qui s'appelle « Les filles gentilles vont au ciel, les autres où elles veulent ». Et ça, c'est très très juste. Donc, ça permet aussi aux hommes d'être, par exemple, beaucoup plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants, ce qui est un plus pour la partie masculine de l'humanité. Donc il ne faut pas le voir comme un match les uns contre les autres, mais plutôt une meilleure utilisation des talents. Et je crois très sincèrement qu'en plus en France, on a de la chance et en Europe, on a de la chance. Dernière chose, c'est le nouveau rôle des entreprises. Je pense que Pierre-André de Chalandard en parlera, mais le président du conseil d'administration d'Essilor en parle et tout. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu en France de cette vision où l'État vient nous border tous les soirs. Où il doit s'occuper de tout, je pense que quand des entreprises, des organisations, des associations travaillent au bien commun, ça peut être pour un mélange de productivité et de... Par exemple, récemment, moi je préside l'intergroupe de lutte contre la pauvreté au Parlement européen. On a invité des gens de chez Barilla, la ferme italienne de pâtes, qui donnent des pâtes aux banques alimentaires, mais qui aussi le font parce qu'ils estiment que leur responsabilité d'entreprise du secteur agroalimentaire et de faire en sorte que les gens soient nourris. Bien sûr, ça améliore leur image, mais ça améliore aussi la motivation de leurs salariés, ça améliore leur vision. Enfin, ils disent, nous, on ne peut pas produire de la nourriture en sachant qu'il y a autant d'enfants qui ne sont pas nourris. Donc, on estime qu'il faut qu'en prendre une certaine part. Et on a des tas d'initiatives comme ça qui se développent. Moi, je crois beaucoup à la société dans laquelle on est. Je crois qu'elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus généreuse qu'on le dit. Je connais un nombre incroyable de jeunes de 25 ans qui ont déjà fait de l'humanitaire, qui parlent 4 langues. Ils sont bien meilleurs que les vieux. Et il est temps qu'ils prennent le pouvoir parce que sinon, ça va devenir insupportable. Et non, mais parce que, sincèrement, si on ne sort pas de cette morosité complète, et c'est la jeunesse qui peut vous sortir de la morosité, c'est la jeunesse qui est en prise avec les nouvelles technologies, qui est consciente du changement climatique. Et vous savez, puisqu'on parle du bien, je pense qu'il faudrait qu'on parle du mal aussi. Et se demander peut-être si les ennemis de nos sociétés démocratiques, ouvertes, je sais bien, Pierre Manin a dit le droit de l'homisme. Eh bien, moi, je préfère le droit de l'homisme plutôt que M. Trump. Je préfère des gens qui défendent les droits des femmes plutôt que ceux qui leur mettent la main aux fesses. Je préfère ceux qui défendent les droits des homosexuels plutôt que leur discrimination, etc. On peut en parler, mais il faudrait peut-être aussi que sur l'abolition de la peine de mort, sur tout un tas de sujets qui sont des beaux sujets. En Turquie, vous avez un autocrate qui a d'abord arrêté les gens sans forme de procès et qui maintenant veut introduire la peine de mort, probablement pour couper la tête à un certain nombre de journalistes qui se plaignaient de lui. Donc voilà, l'Europe a plein de défauts, on travaille comme on peut. En ce moment, je peux vous garantir que c'est avec le vent en face, mais j'espère en tout cas que ce qu'on fait n'est pas complètement inutile, et sachez qu'en tout cas, certains essayent de le faire avec une certaine bonne foi. Merci. Merci.